Ma sœur m'a cassé une côte lors d'une dispute pour une bêtise. Elle s'est juste mise à me frapper. Je saignais de la bouche et j'avais du mal à respirer. J'ai essayé d'appeler la police avec mon téléphone. Maman me l'a arraché des mains et l'a jeté contre le mur. Ce n'était qu'une blague. Tu vas gâcher son avenir avec tes histoires. Papa m'a retenu les bras quand j'ai essayé de partir. C'est juste une reine du drame, elle envenime tout. Ma sœur m'a de nouveau donné un coup de pied alors que j'étais à terre. Peut-être que ça t'apprendra. Mon père a marché sur ma côte cassée, me faisant hurler. Ma mère m'a couvert la bouche pour étouffer le bruit. Il n'avait aucune idée de ce que j'allais faire ensuite, quand ma voisine, qui avait tout entendu, a appelé le 911 pour moi. Ce qui s'est passé ensuite les a laissés terrorisés. La douleur m'a frappé avant même que je comprenne ce qui se passait. Le poing de Madison a heurté mes côtes si fort que quelque chose s'est fissuré en moi. Pas seulement le son, mais la sensation réelle d'os se séparant. J'ai reculé en titubant contre le comptoir de la cuisine, cherchant à bout de souffle un air qui ne venait pas correctement. Ma sœur de 22 ans se tenait là, les mains toujours serrées en poing, son visage tordu de rage pour une raison que je ne pouvais toujours pas nommer ou comprendre. « Tu dois toujours tout gâcher », m'a-t-elle crié, bien que je n'ai aucune idée de ce qu'elle voulait dire par cette accusation. Nous parlions de son entretien d'embauche, une conversation normale sur le poste de coordinatrice marketing qu'elle convoitait dans une entreprise locale. Et soudain, elle m'attaquait. Son deuxième coup de poing a atteint ma mâchoire avec une force surprenante. Le sang a instantanément rempli ma bouche. Le goût métallique s'est mêlé à une confusion pure alors que j'essayais de comprendre pourquoi cela se produisait. Je lui avais seulement demandé si elle était nerveuse pour l'entretien. Cette simple question innocente avait d'une manière ou d'une autre déclenché cette soudaine explosion de violence de la part de ma propre sœur. J'ai attrapé mon téléphone sur le comptoir, pensant seulement que j'avais besoin d'aide immédiatement. Chaque respiration était comme des couteaux me transperçant la poitrine. Des sensations de poignard aigu qui rendaient impossible le remplissage complet de mes poumons. Mes doigts venaient de se refermer sur l'appareil quand maman est apparue de nulle part et me l'a arraché. Elle l'a jeté contre le mur avec une force si terrible qu'il s'est brisé en plusieurs morceaux. L'écran s'est fissuré en une toile d'araignée avant de tomber sur le sol. Des éclats de verre se sont dispersés sur le carrelage comme de minuscules fragments de ma sécurité. Ce n'était qu'une blague, a dit maman, sa voix sèche et méprisante envers ma douleur. Tu vas gâcher son avenir avec tes histoires. Elle s'est positionnée entre moi et la porte, les bras croisés sur sa poitrine, sur la défensive. Derrière elle, Madison respirait lourdement, sa colère apparemment pas encore satisfaite. Je pouvais voir papa sortir de son bureau au fond du couloir, attiré par le bruit et l'agitation. Je dois aller à l'hôpital, ai-je réussi à dire, bien que parler rendait tout plus douloureux que de rester silencieuse. Chaque mot envoyait de nouvelles vagues d'agonie à travers mon torse. Elle a cassé quelque chose en moi. Je ne peux pas respirer correctement. La pièce tournait légèrement, ma vision s'assombrissant sur les bords. J'ai essayé de me diriger à nouveau vers la porte, mais papa m'a attrapé les bras par derrière avec une aisance habituée. Sa prise était ferme et contraignante, exactement comme lorsque j'étais adolescente et que j'essayais de partir pendant les disputes familiales. La même emprise contrôlante dont je me souvenais des années auparavant. C'est juste une reine du drame qui envenime tout, a annoncé papa à la pièce comme si je n'étais pas là, saignante et blessée. Madison t'a à peine touché. Arrête d'être si sensible pour tout, comme tu le fais toujours. Il m'a tenu les bras derrière le dos pendant que je me débattais faiblement contre sa prise. Le mouvement a fait bouger ma côte cassée et une douleur blanche et brûlante a traversé tout mon torse comme une décharge électrique. Madison a vu son opportunité alors que j'étais immobilisée et vulnérable. Elle s'est avancée délibérément et m'a donné un coup de pied sur le côté. Exactement là où elle m'avait frappé plus tôt, pile sur la côte cassée. L'impact était calculé et intentionnel. Mon cri est sorti plus comme un sifflement rauque parce que mes poumons ne se remplissaient plus complètement. Je suis tombée à genoux sur le sol dur, et c'est là qu'elle a dit, avec une froide satisfaction, peut-être que ça t'apprendra. M'apprendre quoi, exactement ? La question se répétait sans cesse dans ma tête.
Je ne comprenais toujours pas ce que j'avais fait pour mériter ce traitement brutal. Quelle leçon nécessitait de me casser les côtes et de me faire saigner? À travers la douleur et la confusion, j'ai entendu les pas de papa s'approcher par derrière. Puis tout son poids était sur mon dos, sa chaussure appuyant directement sur ma côte déjà cassée avec une pression écrasante. L'agonie était insupportable, écrasante. Mon cri a été si fort qu'il m'a surprise moi-même par son volume et son désespoir. La main de maman s'est immédiatement plaquée sur ma bouche, coupant le son. Tais-toi. Les voisins vont t'entendre. Elle a appuyé fort, son autre main agrippant l'arrière de ma tête pour me maintenir immobile et silencieuse. Je ne pouvais plus respirer par le nez à cause de tout le sang. Et maintenant, je ne pouvais plus respirer par la bouche non plus, sous sa paume. Des taches sombres sont apparues dans ma vision alors que le manque d'oxygène commençait. Quelque part dans ma conscience qui s'évanouissait rapidement, j'ai pensé à quel point il était étrange et anormal que ma propre mère soit en train de m'étouffer activement juste pour me faire taire. Les coups frappés à la porte ont figé tout le monde instantanément. Police, ouvrez immédiatement. La voix était autoritaire et exigeante, n'admettant aucune discussion. La main de maman s'est retirée de ma bouche sous le choc. Papa a rapidement enlevé son pied de mon dos. Madison a reculé vers l'évier de la cuisine, l'air soudain incertain et effrayé. Tout s'est arrêté comme si quelqu'un avait appuyé sur le bouton pause de la violence. Madame Chin. Ma voisine âgée avait dû tout entendre à travers le mur mitoyen. Elle avait appelé à l'aide quand ma propre famille ne voulait pas me laisser le faire. Papa est allé à la porte, composant rapidement son visage en quelque chose d'amical et de confus, se transformant de mon agresseur en un propriétaire préoccupé en quelques secondes. Officier, je ne suis pas sûr de savoir pourquoi vous êtes ici. Nous avons reçu un appel concernant une agression en cours à cette adresse. Le premier officier a poussé papa sans attendre la permission d'entrer. Sa partenaire a suivi de près et tous les deux m'ont immédiatement vu, effondré sur le sol. Du sang sur mon visage et mes vêtements, un bras enroulé de manière protectrice autour de mes côtes, haletant désespérément pour de l'air. Leurs expressions sont passées d'un professionnalisme alerte à une préoccupation ciblée en un instant. Je vais bien, a commencé à dire maman rapidement, ce qui était absurde car ce n'était pas elle qui était blessée et qui saignait. C'est juste un malentendu familial qui a dégénéré. Madame, reculez maintenant. L'officière s'est interposée entre ma mère et moi, créant une barrière physique avec son corps. Les ambulanciers sont en route. Comment vous appelez-vous, ma chère? Elle s'est accroupie à mon niveau, sa voix douce malgré la gravité de la situation. Gentille d'une manière que ma famille n'avait pas été depuis des heures. Je lui ai dit, entre deux halètements, je m'appelle Nathalie Amonde, j'ai 25 ans, et je n'arrivais pas à croire que c'était réellement ma vie en ce moment. L'officier masculin séparait déjà les membres de ma famille dans différentes parties de la pièce, les maintenant à l'écart. Un protocole standard en matière de violence domestique qu'il avait clairement exécuté de nombreuses fois auparavant. Qui l'a frappé, a-t-il demandé directement, son ton ne laissant aucune place à l'évasion. Personne ne lui a répondu. Madison s'était déplacée dans le coin le plus éloigné de la pièce, soudain très intéressée par l'examen de ses ongles. Papa expliquait quelque chose sur les disputes entre frères et sœurs et comment ces choses arrivent dans les familles. Maman continuait d'insister sur le fait que ce n'était rien de grave, juste une dynamique familiale normale. C'est elle, ai-je dit clairement, pointant Madison du doigt avec ma main libre. Malgré la douleur, ma voix était faible mais déterminée. Elle m'a donné 2 coups de poing dans les côtes et m'a donné un coup de pied quand j'étais à terre. Papa m'a maintenu par derrière et a marché sur ma côte cassée. Maman a essayé de m'empêcher de crier en me couvrant la bouche et le nez. Les mots sont sortis de manière hachée parce que parler faisait toujours terriblement mal, mais je les ai tous sortis. Chaque détail crucial. Chaque personne qui avait participé à cette agression contre moi. Les officiers ont échangé un regard significatif. L'officière m'a aidé à me redresser légèrement, en faisant extrêmement attention à ne pas me blesser plus que je ne l'étais déjà. Ses mains étaient stables et professionnelles. Pouvez-vous me dire exactement ce qui s'est passé depuis le tout début? Elle a sorti un petit carnet et un stylo. Derrière elle, l'officier masculin prenait méthodiquement des photos avec son téléphone.
Mon téléphone cassé gisant en morceaux sur le sol. La position de chacun dans la pièce. Les gouttelettes de sang sur le carrelage. Créant un dossier photographique détaillé de la scène de crime pour les preuves. Je leur ai tout raconté avec autant de détails que possible. En commençant par une conversation tout à fait normale sur l'entretien d'embauche de Madison. Sa rage soudaine et inexplicable surgissant de nulle part. Le premier coup de poing qui a fissuré ma côte avec un bruit audible. Le second qui a fendu ma lèvre. Ma tentative désespérée d'appeler à l'aide avec mon téléphone. Maman jetant violemment mon téléphone contre le mur. Papa me retenant par derrière comme une prisonnière. Le coup de pied délibéré de Madison sur ma côte déjà cassée. Papa marchant sur moi de tout son poids. Maman me couvrant la bouche pour arrêter mes cris à l'aide. Tout cela, exposé chronologiquement. L'officier écrivait rapidement en sténographie, posant des questions de clarification sur le moment exact et la séquence précise des événements. Qu'est-ce qui a été dit par qui? Qui a fait quoi, et dans quel ordre spécifique? Pensée de Teddy. Non, ça, c'est purement et simplement terrifiant. Je n'exagère même pas. Ce n'est pas juste une dispute de famille. C'est une agression coordonnée en bonne et due forme. Que votre sœur pète les plombs comme ça, c'est déjà grave, mais que vos parents interviennent pour la protéger et participent pour vous faire du mal. C'est ça qui est malsain. Vous maintenir au sol, marcher sur une côte cassée, vous couvrir la bouche pour que vous ne puissiez même pas respirer. Ce n'est pas du déni. C'est intentionnel. Ils savaient exactement ce qu'ils faisaient. Et la façon dont ils ont instantanément changé de visage quand la police est arrivée. Ouais, cette comédie du malentendu familial est dégoûtante. Ils étaient prêts à vous laisser souffrir juste pour protéger son image. Honnêtement, si votre voisine n'avait pas appelé, ça aurait pu être bien pire. Ce n'est pas un dysfonctionnement, c'est dangereux. Les ambulanciers sont arrivés alors que je donnais encore ma déclaration détaillée. Ils m'ont examiné là, sur le sol de la cuisine, leurs mains douces mais parfaitement professionnelles. Une compétence professionnelle mêlée à une compassion évidente pour ma situation. Une côte cassée, peut-être deux d'après les schémas de douleur. De graves contusions sur mon visage qui commençait déjà à enfler. Du sang d'une lèvre sévèrement fendue. Une difficulté importante à respirer normalement. Des signes de manque d'oxygène visibles autour de mes yeux. Nous devons la transporter immédiatement aux urgences, a dit fermement le chef des ambulanciers. Possibles blessures internes. Elle a besoin d'imagerie et d'une surveillance étroite. C'est un traumatisme grave. Je l'accompagnerai à l'hôpital, a dit maman immédiatement, attrapant déjà son sac à main. Tentant déjà de contrôler le récit et la situation. L'officière s'est de nouveau placée devant elle, lui barrant le chemin. En fait, madame, vous allez devoir rester ici et répondre à quelques questions. Vous trois êtes tenus de rester. Le ton de l'officier ne laissait absolument aucune place à la discussion ou à la négociation. Le visage de maman est devenu pâle alors que la réalité de la situation commençait à s'imposer. Ils n'allaient pas simplement laisser tomber et oublier. Ils m'ont soigneusement chargé sur une civière, m'attachant pour protéger mes blessures pendant le transport. Par la porte d'entrée ouverte, je pouvais voir Madame Chen toujours debout sur son porche de l'autre côté de la rue, son téléphone toujours serré dans sa main. Elle m'a fait un petit mais significatif signe de tête. Ses yeux étaient embués d'inquiétude et de soulagement. Je lui ai murmuré un « merci » silencieux et des larmes ont commencé à couler sur son visage ridé. Elle m'avait sauvé la vie alors que ma propre famille avait activement tenté de me faire taire. Elle avait entendu mes cris et avait agi au lieu de les ignorer. L'hôpital était un tourbillon de lumière vive, de questions sans fin et de multiples radiographies. 2 côtes définitivement cassées, peut-être une 3e fissurée. Des ecchymoses importantes sur tout mon torse en forme de coups de pied et de poing. Une commotion cérébrale mineure due au choc de ma tête contre le comptoir lors de l'agression initiale. Le médecin qui m'a examiné attentivement avait clairement vu assez de cas de violence domestique pour reconnaître immédiatement les schémas. L'emplacement spécifique des blessures racontait sa propre histoire. Vous sentez-vous en sécurité pour rentrer chez vous, a-t-elle demandé doucement, sachant déjà quelle serait ma réponse.
La réponse était douloureusement évidente pour nous deux. J'ai secoué la tête négativement. Un autre officier est venu prendre ma déposition écrite officielle alors que j'étais encore aux urgences en train d'être soignée. Détective Sarah Martinez. Elle s'est présentée professionnellement. Elle a expliqué que Madison avait déjà été arrêté pour coups et blessures. Papa avait été arrêté pour agression et séquestration illégale d'une victime. Maman avait été arrêtée pour entrave à la justice et agression pour la tentative d'étouffement. Tous les trois étaient actuellement en garde à vue, en cours de traitement par le système, photographiés, empreintes digitales prises, formellement accusés de crime. Votre famille, a dit prudemment la détective Martinez, observant attentivement ma réaction. Vous n'êtes pas obligé de porter plainte si vous ne le voulez pas. Parfois, les gens préfèrent régler ces choses en privé, au sein de la famille. Garder ça entre proches. Elle me donnait une porte de sortie si je la voulais. Un moyen de minimiser toute cette situation. De prétendre que ce n'était pas aussi grave que ça l'était clairement. De protéger mes agresseurs des pleines conséquences de leurs actions violentes. Je veux porter plainte, ai-je dit clairement, sans la moindre hésitation, contre eux trois. Je veux qu'ils soient poursuivis en justice conformément à la loi. L'officier a hoché la tête et a pris des notes détaillées dans son dossier. Aucun jugement visible dans son expression professionnelle. Juste de la reconnaissance et du respect pour ma décision. Nous avons des preuves extrêmement solides, m'a-t-elle dit de manière rassurante. L'appel au 911 a capturé un audio clair de l'agression en cours. Votre voisine est prête à témoigner au tribunal sur ce qu'elle a entendu à travers le mur. Les photos de vos blessures sont nombreuses et racontent une histoire claire. Les ambulanciers ont tout documenté de manière approfondie. C'est une affaire très facile à poursuivre avec ou sans votre coopération. Mais vous avoir comme victime consentante la rend encore plus solide. Ils m'ont admise pour la nuit pour observation et surveillance médicale. Quelque chose pour s'assurer que mon poumon n'avait pas été perforé par les côtes cassées, pour surveiller tout signe d'hémorragie interne qui pourrait se développer. J'étais allongée dans ce lit d'hôpital stérile, fixant les dalles du plafond, rejouant tout dans mon esprit à plusieurs reprises, essayant désespérément de comprendre ce que j'avais bien pu faire pour déclencher une telle violence extrême de la part de personnes qui prétendaient m'aimer. Et ne trouvant rien à chaque fois que je passais en revue les événements. La question tournait en boucle sans fin, que ai-je fait de mal ? Mais il n'y avait pas de réponse, car je n'avais vraiment rien fait de mal. Mon téléphone était complètement détruit, mais le personnel de l'hôpital m'a laissé utiliser leur téléphone fixe pour appeler ma meilleure amie, Jessica. Elle a répondu à la deuxième sonnerie, immédiatement inquiète en voyant le numéro de l'hôpital. Je lui ai expliqué ce qui s'était passé, la voix brisée à plusieurs reprises par l'épuisement et le traumatisme. Elle est arrivée en moins d'une heure malgré l'heure tardive, apportant des vêtements propres, des articles de toilette et son soutien total et inconditionnel. Tu restes avec moi aussi longtemps que tu en auras besoin, a-t-elle dit fermement en voyant l'étendue de mes blessures. Mon appartement est ton appartement maintenant. Pas de discussion. Le lendemain matin, une conseillère du programme d'aide aux victimes du comté est venue me voir. Rachel du programme des services aux victimes. Elle s'est présentée chaleureusement. Elle m'a expliqué en détail toutes les options qui s'offraient à moi, ordonnance restrictive d'urgence, programme d'indemnisation des victimes pour les frais médicaux, service de conseil pour le traitement du traumatisme. J'ai tout pris sans hésitation. Chaque ressource qu'elle m'a offerte, chaque formulaire qu'elle m'a demandé de signer. La documentation appropriée était extrêmement importante. La protection juridique était d'une importance capitale. M'assurer que cela ne pourrait plus jamais se reproduire importait plus que tout au monde, plus que la loyauté familiale, plus que le maintien de la paix, plus que la réputation de mes parents. Papa a appelé le téléphone de Jessica 2 jours plus tard. Il avait été libéré sous caution, payé par ma grand-mère en son nom. Sa voix était tendue d'une colère à peine contenue lorsque Jessica m'a, à contre-cœur, laissé prendre l'appel. Tu dois retirer ces plaintes immédiatement, a-t-il exigé sans préambule. Tu déchires toute cette famille pour une bêtise. Madison est absolument dévastée par son arrestation. Ta mère est complètement humiliée à son travail. Tout le monde sait ce qui s'est passé maintenant.
Je pourrais perdre mon habilitation de sécurité à cause de ce casier judiciaire. Toute ma carrière est sérieusement en jeu à cause de toi. Pour rien. Je n'arrivais pas à croire ce que j'entendais. L'audace pure de minimiser ce qu'il m'avait fait. Elle m'a délibérément cassé les côtes. Tu as marché sur moi alors que j'étais déjà blessée et sans défense. Maman m'a étouffée pour me faire taire. Ce n'est pas rien du tout. C'est une agression criminelle selon la loi de l'État. Ma voix est restée beaucoup plus calme que ce que je ressentais réellement, ce qui sembla l'infurier encore plus. Tu es vindicative et cruelle, a-t-il lancé avec colère. C'est de la vengeance, pure et simple. Tu nous punis méchamment pour t'avoir trop aimé, pour avoir essayé de t'empêcher de faire une scène énorme pour rien. C'est là que j'ai vraiment compris la situation dans son intégralité. Il croyait sincèrement, avec une conviction totale, qu'il n'avait rien fait de mal. Dans leurs esprits tordus, c'était moi le vrai problème. La faiseuse de troubles qui avait appelé la police contre sa propre famille. Celle qui avait impliqué de parfaits étrangers dans des affaires familiales privées. Pas la victime d'une agression brutale et coordonnée. Pas quelqu'un qui avait été battu et étouffé par les personnes mêmes qui étaient censées la protéger avant tout. Ils avaient déjà complètement réécrit le récit dans leur tête, se faisant les victimes de ma prétendue réaction excessive et de ma vengeance. Ne m'appelle plus, lui ai-je dit, ma voix étonnamment stable et ferme. Toute communication future passera uniquement par les avocats à partir de maintenant. J'ai raccroché avant qu'il ne puisse répondre ou argumenter, avant qu'il ne puisse me culpabiliser, me manipuler ou me faire douter de ma propre réalité et de mes souvenirs. Jessica m'a serré la main en signe de soutien. Fière de toi, a-t-elle murmuré avec une admiration sincère. Établir cette limite cruciale, c'était comme récupérer quelque chose d'essentiel qui m'avait été volé. Reprendre un pouvoir qu'ils avaient toujours eu sur moi. Les ordonnances restrictives ont été obtenues par le système judiciaire avec une rapidité remarquable. D'abord des ordonnances de protection d'urgence, puis des ordonnances permanentes après une brève audience. Tous les trois étaient légalement tenus de rester à au moins 150 mètres de moi à tout moment. Aucun contact d'aucune sorte. Pas d'appel téléphonique, pas de SMS, pas de mail, pas de contact sur les réseaux sociaux, pas de contact par l'intermédiaire d'autres parents non plus. Le juge avait soigneusement examiné toutes les preuves, les photos et l'audio et avait convenu que j'étais en danger immédiat et permanent de leur part. Voir ces ordonnances officielles signées et déposées m'a permis de prendre la première véritable respiration complète depuis la nuit de l'agression. Une vraie protection légale. Une reconnaissance officielle que ce qu'ils avaient fait était réellement mal et criminel. Mise à jour 1. Pensée de Teddy à ce sujet. Ouais, c'est là que ça cesse d'être le chaos et que ça se transforme en pouvoir. Il pensait vraiment qu'il pouvait vous briser le corps, vous faire taire, puis s'en tirer comme si de rien n'était. Et même après les arrestations, votre père appelle encore ça à rien. Ce n'est pas de l'ignorance. C'est un délire total mêlé à un sentiment de droit. Mais voici le changement. Vous n'avez pas cédé. Vous n'avez pas douté. Vous n'avez pas joué la carte « mais c'est ma famille ». Vous avez porté plainte, saisi toutes les ressources, obtenu des ordonnances restrictives et fermé cette porte proprement. C'est à ce moment-là que le contrôle a basculé et ils l'ont senti. Et votre père qui se plaint que sa carrière est en danger. Bien. Les actions ont des conséquences. Il ne s'inquiétait pas que vos poumons s'affaissent, mais soudain, il se soucie de la réputation. Trop tard. 3 mois ont passé depuis ce jour terrible. Le processus judiciaire a progressé de manière constante, avançant à travers les procédures bureaucratiques avec une lenteur frustrante. Madison s'est vu offrir une négociation de peine raisonnable par le procureur, des accusations considérablement réduites en échange d'un plaidoyer de culpabilité pour coups et blessures simples. Maximum 2 ans, forte possibilité de sursis probatoire à la place. Elle a refusé l'offre avec indignation, insistant bruyamment qu'elle n'avait absolument rien fait de mal, que je l'avais délibérément provoquée, qu'elle se défendait en fait contre moi. Son procès pénal est prévu pour le mois prochain. Son avocat coûteux semble étrangement confiant, ce qui, honnêtement, m'inquiète.
L'avocat de papa a tenté de plaider dans les requêtes préliminaires que ces actions n'étaient qu'une tentative de calmer la situation chaotique, de m'empêcher de partir dans un état agité et dangereux pour ma propre sécurité. Le procureur a sèchement fait remarquer que marcher délibérément sur la côte cassée de quelqu'un ne calme personne. C'est de la torture. Que retenir physiquement quelqu'un qui essaie de chercher une aide médicale nécessaire est une séquestration illégale. Son habilitation de sécurité a été immédiatement suspendue en attendant l'issue finale de l'affaire pénale. Son employeur, un sous-traitant du gouvernement, l'a licencié la semaine dernière car ils ne peuvent légalement pas employer quelqu'un avec des accusations criminelles graves en cours. Apparemment, les accusations d'agression ne font pas bonne figure sur les vérifications d'antécédents fédérales, surtout pour un travail classifié exigeant la fiabilité. Maman a accepté une négociation de peine pour éviter un procès. Plaidoyer de culpabilité pour entrave à la justice, une accusation d'agression réduite au lieu de tentative de meurtre, 18 mois de sursis probatoire supervisé, des cours obligatoires de gestion de la colère, 200 heures de service communautaire. Elle l'a accepté principalement pour éviter la possibilité d'une peine de prison ferme. Mais d'après ce que j'ai entendu par l'intermédiaire de ma conseillère aux victimes, elle a passé toute l'audience de plaidoirie à pleurer de façon dramatique sur l'injustice de la situation. Comment j'avais complètement détruit sa réputation durement gagnée. Comment ses amis à l'église posaient des questions embarrassantes auxquelles elle ne pouvait pas répondre de manière satisfaisante. La maison familiale a été mise en vente le mois dernier. Papa ne pouvait absolument pas se permettre les mensualités du prêt hypothécaire avec seulement les allocations de chômage. Les membres de la famille élargie ont commencé à appeler le téléphone de Jessica constamment et avec insistance, essayant désespérément de me joindre. Des tantes et des oncles me suppliant de me réconcilier et de pardonner. Des grands-parents envoyant des lettres manuscrites sur le pardon chrétien et les liens familiaux. Des cousins m'envoyant des messages à plusieurs reprises sur les réseaux sociaux sur le fait que j'étais inutilement cruelle. Chacun d'entre eux me blâmait entièrement pour avoir détruit la famille, pour avoir étalé des affaires privées en public, pour ne pas avoir géré cela tranquillement et en interne. Pas un seul ne m'a demandé si j'allais bien. Pas un n'a reconnu que j'avais été brutalement battue par ma propre sœur pendant que mes parents participaient et aidaient activement. Ils voulaient juste que je fasse disparaître tout le problème en retirant les plaintes, en prétendant que cela ne s'était pas produit, en me sacrifiant complètement pour maintenir leur illusion confortable d'une famille heureuse, fonctionnelle et normale. Leur réputation publique importait plus que ma sécurité ou mon bien-être ne le pourrait jamais. Je les ai tous bloqués systématiquement, j'ai complètement changé de numéro de téléphone, créé de nouvelles adresses e-mail, verrouillé tous mes réseaux sociaux en mode strictement privé. La conseillère aux victimes m'a aidé à déposer une demande de changement de nom légal auprès des tribunaux. Nathalie Amonde a complètement disparu des registres publics une fois les formalités administratives traitées. Ma nouvelle identité m'a donné le nouveau départ dont j'avais désespérément besoin, une rupture nette et complète avec tous ceux qui avaient permis mes abus pendant des années. Pendant ce temps, Madame Chin est devenue ma championne et alliée inattendue. Elle a rédigé une déclaration de témoin extrêmement détaillée décrivant tout ce qu'elle avait entendu à travers le mur mitoyen cette nuit-là. Des cris qui n'ont pas cessé pendant plusieurs minutes, des appels désespérés à l'aide qui étaient ignorés. Le bruit de quelque chose de lourd heurtant durement le sol. La voix de ma mère me disant clairement de me taire. Elle avait en fait enregistré une partie de la scène sur son téléphone en appelant le 911. Et cet enregistrement audio était une preuve absolument dévastatrice. On pouvait tout entendre très clairement. Les bruits d'impact, mes cris, les voix de ma famille. Le procureur a dit que notre dossier était l'un des plus solides qu'elle ait vu en matière de violence familiale en 15 ans de pratique. Plusieurs témoins crédibles sans lien avec la famille. Des preuves médicales totalement irréfutables. Un enregistrement audio capturant l'agression en temps réel. Des photographies prises immédiatement sur les lieux par la police. Ma déclaration cohérente qui n'a jamais changé ni vacillé à travers de multiples entretiens détaillés. Des preuves matérielles de la scène, mon téléphone cassé, les éclaboussures de sang sur le sol. Il n'y avait aucune défense raisonnable que Madison pouvait monter. L'appartement de Jessica est devenu mon sanctuaire et mon refuge. Petit, mais vraiment sûr. J'ai trouvé un nouvel emploi plus près de chez elle,
Quelque chose de complètement différent de mon ancien poste de marketing dans la start-up technologique. J'ai commencé à travailler comme assistante administrative dans une petite organisation à but non lucratif. Un travail plus calme, un environnement moins stressant, meilleur pour ma santé mentale qui se détériorait. J'ai commencé une thérapie intensive 2 fois par semaine pour traiter le traumatisme complexe. J'ai commencé à reconstruire ma vie brisée, pièce par pièce. Chaque jour devenait progressivement plus facile, bien que les progrès soient parfois frustrants de lenteur. Mes côtes ont guéri lentement et extrêmement douloureusement. La kinésithérapie a considérablement aidé avec la douleur résiduelle et la mobilité limitée. Le kiné m'a appris des exercices spécifiques pour retrouver de la force sans me blesser à nouveau dangereusement. Le médecin m'a prévenu que j'aurais probablement toujours un certain inconfort par temps froid, un rappel permanent de ce jour terrible. Mais les corps humains sont des organes remarquablement résilients. Ils se réparent avec le temps. Ils se remettent des traumatismes. Ils s'adaptent aux dommages et trouvent des moyens de continuer à fonctionner. Madison a envoyé une longue lettre au procureur, essayant désespérément d'expliquer ses actions violentes. Je n'ai pas été autorisée à la lire directement, mais la conseillère aux victimes m'en a donné un résumé détaillé. Selon ce que Madison a écrit, elle prétendait que j'avais été émotionnellement manipulatrice pendant des années, que je lui avais volé l'attention depuis l'enfance en étant plus intelligente et en ayant plus de succès, qu'elle avait craqué sous des années de ressentiment et de jalousie accumulée. Le procureur a qualifié cela d'aveu, pas de défense, une admission du mobile et de la préméditation. La date de son procès approchait rapidement. Son avocat coûteux a appelé le mien à plusieurs reprises, essayant désespérément de négocier une sorte d'accord. Il voulait que j'accepte une peine plus légère en échange d'un plaidoyer de culpabilité. Du sursis probatoire au lieu d'une peine de prison. J'ai refusé chaque offre qu'ils ont faite. Laissez le jury décider de son sort. Laissez les preuves parler d'elles-mêmes. Laissez le monde voir exactement ce qu'ils avaient fait. Qu'il y ait un dossier public permanent de leur violence. Mise à jour finale. Le procès a duré 4 jours complets, plus longtemps que prévu initialement car l'équipe de défense de Madison a essayé toutes les tactiques possibles. J'ai témoigné le 2e jour, portant une tenue professionnelle que Jessica m'avait aidé à choisir avec soin. Entrer dans cette salle d'audience et voir Madison assise à la table de la défense était complètement surréaliste. Elle avait l'air différente, plus mince, plus âgée, en quelque sorte pâle et diminuée. Elle ne voulait pas croiser mon regard. Papa était assis dans la galerie du public derrière elle, son expression dure et impitoyable envers moi. Maman n'était pas là. Son accord de plaidoirie lui interdisait spécifiquement d'assister à toute procédure liée à l'affaire. Pensée de Teddy. Madison refusant la négociation de peine comme si elle était innocente. Ce n'est pas de la confiance, c'est de l'arrogance sur le point de s'effondrer. Elle pense vraiment qu'elle peut retourner la situation après l'audio, les témoins et les preuves médicales. Délirant. Votre père perdant son emploi, la maison mise en vente, toute la famille en panique. Bien. Ce n'est pas vous qui détruisez la famille. Ce sont les conséquences de ce qu'ils ont fait qui les rattrapent en temps réel. Et la façon dont chaque parent a ignoré ce qui vous est arrivé et est passé directement à « pardonne et répare ». Ça dit tout. Ils ne se soucient pas de la vérité. Ils se soucient de leur confort. Vous avez brisé leur illusion et ils vous détestent pour ça. Mais vous avez agi intelligemment. Nouveau numéro, nouvelle vie, thérapie, limite bien établie. Vous n'avez pas seulement survécu, vous avez coupé le mal à la racine. Et allé jusqu'au procès au lieu de la laisser s'en tirer facilement. Ouais, ce n'est pas de la cruauté. C'est s'assurer que personne ne pourra jamais réécrire cette histoire. Le procureur était absolument brillante, méthodique et approfondie dans sa présentation. Elle a diffusé l'enregistrement du 911 en pleine audience pendant les déclarations liminaires pour un impact maximal. Mes cris ont rempli la salle silencieuse. Mes appels à l'aide. Le bruit de l'impact quand Madison m'a donné un coup de pied. La voix de maman, tais-toi. Les voisins vont entendre. Plusieurs jurés semblaient visiblement bouleversés par ce qu'ils entendaient. Une femme au dernier rang avait les larmes aux yeux.
Madison fixait la table, refusant de regarder le jury. Son avocat a objecté à l'enregistrement, prétendant qu'il était préjudiciable. Le juge a immédiatement rejeté l'objection. Le témoignage médical a suivi. Le médecin qui m'a soigné aux urgences a expliqué la gravité de mes blessures en termes médico-cliniques. A montré les radiographies des fractures sur un grand écran pour le jury. A détaillé les schémas d'échymose spécifiques correspondant à des coups de pied et à une personne marchant sur moi avec des chaussures à semelles dures. A décrit les hémorragies pétéchiales dans mes yeux dues à l'étouffement. A expliqué à quel point j'étais proche de perdre connaissance. Chaque fait était méthodique et absolument accablant. La défense ne pouvait pas contester des preuves médicales objectives. Madame Chin a témoigné avoir entendu l'agression à travers le mur mitoyen. Sa voix tremblait d'émotion lorsqu'elle a décrit m'entendre supplier désespérément de l'aide. L'avocat de la défense a tenté de la discréditer, suggérant qu'elle n'aurait pas pu entendre clairement à travers un mur épais, qu'elle était âgée et peut-être confuse. Elle a sorti son téléphone en réponse et a joué l'enregistrement qu'elle avait fait en appelant le 911. Mes cris étaient clairs comme du cristal et indéniables. L'avocat de la défense n'a pas eu de questions de suivi après cela. Mon propre témoignage a été plus difficile que je ne l'avais prévu. L'avocat de la défense a tenté à plusieurs reprises de me dépeindre comme vengeresse, en quête d'attention, vindicative envers ma famille. A demandé pourquoi je n'avais pas simplement retiré les plaintes et tourné la page. A suggéré que j'exagérais mes blessures pour obtenir de la sympathie et une compensation financière. A insinué que j'essayais de détruire ma famille par pure méchanceté. Le procureur a objecté à plusieurs reprises. Le juge a maintenu la plupart des objections, avertissant la défense de ne pas harceler le témoin. Madison a choisi de ne pas témoigner pour sa propre défense. Son avocat lui a probablement déconseillé de le faire, sachant que l'accusation détruirait toute explication qu'elle pourrait offrir. À la place, ils ont appelé des témoins de moralité, des gens qui connaissaient Madison depuis des années, qui la décrivaient comme gentille, douce et attentionnée. Son ancien superviseur, ses colocataires d'université, des gens qui n'avaient jamais vu la rage qui avait explosé dans notre cuisine ce jour-là. Des gens qui n'avaient aucune idée de ce dont elle était capable lorsqu'elle se sentait menacée ou jalouse. Le jury a délibéré pendant 6 heures. Nous avons attendu dans une petite salle de conférence. Moi, Jessica, le procureur, la conseillère aux victimes. Le temps passait étrangement. Quand ils sont finalement revenus, la présidente du jury a lu le verdict d'une voix claire et stable. Coupable de tous les chefs d'accusation. Coups et blessures. Agression aggravée ayant causé des lésions corporelles graves. Le visage de Madison s'est décomposé en entendant ces mots. Papa s'est levé et m'a crié quelque chose avant que l'huissier ne l'escorte de force hors de la salle. Le juge a ordonné que Madison soit placée en détention préventive en attendant la sentence. Elle a été menottée là, dans la salle d'audience. La sentence a été prononcée 3 semaines plus tard. Le procureur a requis la peine maximale de 5 ans de prison d'État. Elle a présenté des preuves supplémentaires du manque total de remords de Madison, de son refus d'accepter ses responsabilités. La défense a plaidé la clémence, citant l'absence d'antécédents criminels de Madison, son prétendu remords, sa jeunesse à seulement 22 ans. Ils ont fait venir un psychologue qui a témoigné sur le stress et la régulation émotionnelle. J'ai été autorisé à faire une déclaration sur les répercussions du crime. Debout à ce pupitre, regardant le juge, j'ai parlé de plus que des blessures physiques. J'ai parlé de la trahison d'être attaqué par quelqu'un qui était censé m'aimer inconditionnellement. Du choix de mes parents de protéger mon agresseur au lieu d'aider leur fille blessée. De l'impact à vie d'apprendre que la famille peut être l'endroit le plus dangereux. Que les personnes qui vous ont élevé peuvent se retourner contre vous en un instant. Que l'amour et la violence peuvent coexister dans la même relation. Le juge a écouté attentivement, prenant des notes. Quand j'ai eu fini, elle a regardé Madison pendant un long moment. Ce tribunal a vu les preuves de ce que vous avez fait, a-t-elle dit. Sa voix était mesurée mais ferme. Briser les côtes de votre sœur, lui donner des coups de pied alors qu'elle était à terre. La cruauté de vos actions n'a d'égal que la complicité de vos parents pour faire taire la victime.
Vous n'avez montré aucune pitié à votre sœur. Ce tribunal montrera une justice mesurée. 3 ans de prison d'État. Éligible à la libération conditionnelle après 18 mois. 5 ans de sursis probatoire après sa libération. Conseil obligatoire en gestion de la colère et en violence domestique. Ordonnance restrictive permanente qui resterait en vigueur même après sa libération. Madison a été emmenée, menottes aux poignets et entraves aux pieds. Elle ne me regardait toujours pas, incapable de faire face à ce qu'elle avait fait. Le procès de papa a suivi. Son avocat a tenté de plaider qu'il n'avait fait qu'essayer de m'empêcher de partir dans un état agité pour ma propre sécurité. Le procureur a souligné qu'empêcher quelqu'un de partir est littéralement la définition de la séquestration. Que marcher sur sa côte cassée va bien au-delà de la contrainte et relève du préjudice délibéré. Que aider à une agression criminelle vous rend également coupable. Le jury a été d'accord après seulement 3 heures de délibération. 18 mois de prison de compter, 3 ans de sursis probatoire. La perte de son habilitation de sécurité était permanente. Je ne me sentais pas victorieuse. Voir sa famille imploser, même quand ils vous ont terriblement blessé, n'est pas satisfaisant. C'est juste triste. Il n'y a pas de joie à voir les personnes qui vous ont élevé tout perdre. Mais il n'y a pas non plus d'obligation de se sacrifier pour les sauver des conséquences de leurs propres actions. Jessica et moi avons trouvé un appartement de 2 chambres ensemble, quelque chose de lumineux, ouvert et avec une bonne sécurité. J'ai adopté un chat au refuge local, un petit chat tigré orange qui avait été abandonné. Nous nous comprenions, ce chat et moi. Nous savions tous les deux ce que c'était que d'être laissés pour compte. Nous avons tous les deux appris à faire confiance à nouveau, lentement. La thérapie a aidé plus que je ne l'aurais cru, à traiter le traumatisme, à comprendre la dynamique des abus, à apprendre à reconnaître les signaux d'alarme. Ma thérapeute était spécialisée dans la violence familiale. Elle m'a aidé à voir que ce qui s'était passé n'avait rien à voir avec quelque chose que j'avais fait ou manqué de faire. Certaines personnes sont capables de choses terribles. Parfois, ces personnes sont vos parents. Madame Chin et moi sommes devenues amies, de vraies amies, pas seulement des voisines. Elle m'invitait régulièrement à prendre le thé. Me racontait des histoires de sa propre vie, de sa fuite d'une situation difficile des décennies plus tôt. Elle comprenait le courage qu'il fallait pour témoigner, pour porter plainte, pour refuser la réconciliation. La famille, ce sont ceux qui sont là pour toi, a-t-elle dit un jour. Les liens du sang ne garantissent ni l'amour ni la sécurité. 2 ans après l'agression, j'ai commencé à faire du bénévolat dans une organisation de lutte contre la violence domestique, répondant aux appels de crise, aidant les survivants à naviguer dans le système juridique. Partageant mon expérience lorsque cela pouvait aider quelqu'un d'autre à comprendre que porter plainte est possible, que les familles peuvent être dangereuses, que se choisir soi-même n'est pas égoïste, que la survie nécessite parfois de couper les ponts. Madison sera bientôt éligible à la libération conditionnelle. Cette pensée ne me terrifie pas comme elle aurait pu le faire il y a 1 an. L'ordonnance restrictive reste en vigueur. J'ai construit une vie à laquelle elle n'a pas accès. J'ai suffisamment changé pour que la personne qu'elle a attaquée n'existe presque plus. Ce qu'elle a détruit était déjà brisé. Ce que j'ai reconstruit sur les cendres est plus fort que tout ce que j'avais auparavant. Ce que j'ai gagné, c'est l'autonomie, le respect de moi-même, la sécurité, de vraies relations basées sur le soin mutuel plutôt que sur l'obligation. Une vie où je n'ai pas à minimiser la violence ou à trouver des excuses pour les personnes qui me font du mal. La paix qui vient du fait de savoir que je me suis protégée quand personne d'autre ne le ferait. Parfois, la chose la plus courageuse que vous puissiez faire est de refuser de minimiser le mal que vous ont fait des personnes qui prétendent vous aimer. Le véritable amour ne casse pas les côtes et ne réduit pas les cris au silence. Une vraie famille ne choisit pas de protéger un agresseur plutôt que la victime. S'éloigner de ceux qui vous blessent n'est pas de la cruauté. C'est de la survie. Et construire une nouvelle vie à partir des morceaux qu'ils ont laissés derrière eux n'est pas de la vengeance. C'est une renaissance.